Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième sprint, donc revue de Readmetrics. Donc les revues sont, enfin les sprints sont un peu plus longs sur Readmetrics. Avec le petit icône, vous voyez que c'est un sprint technique. Il y aura un peu des schémas et des choses un peu plus compliquées à comprendre, un peu moins tout public. Mais je pense que c'est intéressant quand même qu'on vous fasse part de ce qu'on fait en tâche de fond, sachant que ce sprint il recouvre les vacances et les vacances c'est souvent le moment qu'on choisit pour faire justement ces tâches de fond, comme on est un peu asynchrone. De plus en plus, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses à faire en tâche de fond, c'est-à-dire qui sont pas forcément visibles pour vous, mais qui sont nécessaires et qui sont pour préparer le futur. Donc, dans le sommaire pour cette sprint, on va quand même parler enfin, on va parler du futur à travers une preuve de concept sur le tableau de bord BIP CNRS. C'est un truc qui nous est demandé régulièrement et pour lesquels on a eu des idées suite à la découverte de fonctionnalités au niveau élastique. Donc, je vous en parlerai. Et puis ce travail de fond, c'est un travail de longue haleine, mais qui dure, qu'on doit prendre en charge en permanence, qui est la réduction de la tête technique, parce qu'on a quand même pas mal de d'applicatifs, hein, que ce soit EasyParse, EasyMeasure, EasyNPWall, qui sont vivants, et comme ils sont vivants aussi, il faut qu'on soit vigilant, surtout par rapport aux trous de sécurité. Toutes ces applications utilisent des librairies donc qu'on intègre, qui nous sont bien pratiques, mais qui potentiellement doivent être mises à jour pour ne pas introduire de failles de sécurité. Le travail courant, par contre, c'est actuellement pour nous le moissonnage. Je pense que vous vous en rendez compte et que ça vous est bien utile. Et l'autre point aussi, c'est la documentation en fait, on a besoin d'être à jour aussi sur nos documentations parce que on a des interactions avec d'autres projets du genre TS.fr, du genre PathOS. Léo reviendra dessus. On sait très bien que c'est important d'avoir une bonne documentation pour rendre nos applications compréhensibles et utilisables, sachant qu'on est orienté, comme vous le savez, open source. On voudrait bien que nos outils soient utilisés. Voilà, parce qu'on considère ils peuvent être utiles. Voilà pour le sommaire. Et je passe la main à Frédéric qui va nous parler de l'animation de la communauté, parce que ça aussi c'est un point important qui est très vivant. Merci Dom. Bonjour à tous. Alors bonne rentrée aussi à tous les collègues dans leur établissement. Et donc on commence cette animation de la communauté par des nouvelles du blog. Pendant l'été, il y a la réduction de la dette technique, mais il y a aussi la mise à jour de certains articles dans le blog. Et puis on a publié pas mal de nouveautés aussi. Je pense que tous les correspondants et la liste EasyMeasure user dans Renater, vous recevez régulièrement des informations sur des nouveaux articles. On a travaillé sur la mise à jour de ce qu'on appelle une PKB, c'est des listes Cabart qui permettent d'enrichir les événements de consultation dans EasyParse. On vous propose un tableau qui est mis à jour régulièrement. C'est un travail qu'a fait Yannick. Il en parlera d'ailleurs tout à l'heure pendant ses slides. Et puis aussi, deux articles qui sont importants, c'est bien des nouvelles procédures pour certifier vos plateformes dans EasyParse, c'est-à-dire qu'on vous explique comment avoir les bonnes pratiques pour comparer les données issues des logs et du traitement EasyParse en comparaison avec les données que l'on moissonne maintenant grâce à EasyCounter en Counter 5.
Et puis aussi pour vous permettre de savoir si vous avez les bons tableaux de bord génériques dans vos espaces, c'est bien un article qui propose un tableau avec la liste de tous les tableaux génériques, que ce soit dans l'espace EasyParse ou dans l'espace Counter. Donc ces tableaux qu'on met en ligne, ils sont bien sûr évolutifs. Vous aurez des mises à jour qui seront faites régulièrement. Voilà. Également dans le blog, on vient de publier un glossaire. Ça fait longtemps qu'on y travaille. Pendant le printemps, on a eu Benjamin Cuvillier qui est venu faire un stage au sein de l'équipe Easy Team. Et parmi les différentes missions qu'on lui avait proposées durant ce stage, il a travaillé sur un glossaire pour l'équipe Allô? Oui, bonjour. Il a travaillé sur un glossaire justement parce que dans l'équipe Easy Team, vous savez qu'on a des termes techniques, ce qu'on appelle notre jargon au niveau des développeurs, au niveau de tous les outils que l'on propose dans la suite logicielle. Parfois, c'est pas toujours très compréhensible pour l'ensemble des utilisateurs. On a mis ce glossaire en ligne et c'est Benjamin qui l'a rédigé avec l'aide de l'équipe. Et puis, d'ailleurs, on remercie Anne-Marie Badolato qui a relu ce glossaire. Voilà, donc vous verrez que, il y a des termes où il y a le petit logo Readmetrics, ce sont les termes qui sont des termes issus directement des outils que l'on propose dans Readmetrics. Alors, d'habitude, on propose les dates des supports et des webinaires en fin de sprint, mais là, comme c'est la rentrée, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, notamment les webinaires, ils ont démarré la semaine dernière, le 2 septembre, et puis là, lundi prochain, je pense que vous avez dû recevoir également une information sur le prochain webinaire qui va consister à vous montrer un nouveau champ qu'on a mis qu'on a implanté dans EasyParse. Yannick, il en parlera aussi tout à l'heure. C'est le champ YouUpdate. Et donc, on va vous montrer un cas d'usage pour vous permettre de faire des filtres temporels et à la fois des filtres sur des bouquets, comme vous connaissez déjà, puisqu'on en parle régulièrement dans les supports mutualisés. On va vous montrer ça lundi prochain avec des cas d'usage sur des bouquets genre ACS, EDP. Voilà, donc ça sera lundi prochain. Et puis, en ce qui concerne les supports mutualisés, aussi lundi prochain, le matin, vous avez la personnalisation des tableaux de bord génériques et puis d'autres dates qui viennent régulièrement s'ajouter. Donc, n'hésitez pas à consulter le blog, à consulter ces rubriques dans les rendez-vous. Et si vous souhaitez bien sûr vous inscrire à ces supports, il suffit simplement d'écrire à easyteam@couperin.org. Et là, je vais laisser la parole à Dom qui va nous parler de son POC. Oui, donc POC pour preuve de concept. Le contexte de ce POC, c'est que l'INIST, vous le savez, opère BIP CNRS. Nous, l'équipe, on produit des données d'usage pour les différentes plateformes de l'INIST, donc aussi en particulier pour BIP CNRS. BIP CNRS, on observe son usage en interne parce qu'on l'opère, mais il y a des établissements mixtes qui sont aussi intéressés par les consultations de leurs membres, sachant que comme ils sont mixtes, ils ont une partie de leur personnel qui a accès à BIP CNRS. Donc, quand ils gèrent leurs abonnements, ils aimeraient bien savoir quelle est la part en fait des consultations dans BIP CNRS de leurs usagers. En fait. Pour ça, en fait, pour nous, jusqu'ici, c'était compliqué parce qu'en fait, il n'était pas forcément question de donner l'accès à l'ensemble des usages de BIP CNRS à certains établissements, sachant que c'est une toute petite partie qui les intéresse. Et donc, on a une procédure manuelle qui est réalisée par Fred. Et à partir d'une liste, donc du coup, il faut faire une demande, et à partir d'une liste d'unités mixtes de laboratoires CNRS qui permettent de les identifier, on établit un filtre, on fait un tableau de bord, on le produit en PDF et on l'envoie. Donc c'est une demande, c'est une procédure qui est bien rodée, il y a un article de blog qui le définit, mais qui est assez lourde.
Et on se dit que on peut faire mieux, sachant que, merci pour le slide suivant, Très bien. voilà, on a en fait des informations qu'on pourrait avoir, enfin qu'on peut avoir d'un outil qu'on a mis en place pour justement enrichir les données d'usage pour les labos CNRS, c'est-à-dire que les données d'usage de BIP CNRS, on sait qu'ils viennent des labos CNRS. On a accès à un référentiel CNRS qui s'appelle RESEDA qui nous permet d'enrichir ces données d'usage pour savoir en particulier la composition des laboratoires, le nombre de personnes qui y travaillent, la proportion entre les chercheurs et les ETA. Donc on faisait déjà des enrichissements pour nos données d'usage au niveau BIP CNRS. Et donc, en particulier, on peut savoir, grâce à les caractéristiques de ces laboratoires, eh bien, quels sont les UMR qui les composent. Et donc, on peut utiliser cette information pour automatiser en fait le process. Donc là, c'est un rappel de comment ça se passe quand c'est manuel. Donc, on reçoit une liste d'UMR et on produit un tableau de bord. Donc, il y a le lien vers l'article qui en parle. Ce, ce qu'on fait, dans ce POC, eh ben, c'est que on va pouvoir donner accès, alors là, du coup, à un tableau de bord BIP CNRS, mais qui va être personnalisé UMR. C'est-à-dire que ce filtre que en fait, Fred fait sur un tableau de bord, eh ben, plutôt que de l'appliquer sur un tableau de bord, on va l'appliquer à un niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau de l'index, et ce qui va nous permettre de proposer en mode dynamique un espace aux établissements qui sont déjà présents dans EasyMesure et qui sera dédié à BIP CNRS et à ce sous-ensemble qui ne concerne que l'établissement et qui évite en fait les opérations manuelles. Donc là, vous avez en fait une illustration de comment ça peut se présenter. Donc quand l'utilisateur de l'établissement se connecte, il a à sa disposition un certain nombre d'espaces. Hein. Donc si jamais par exemple il est EasyCounter, là vous voyez l'exemple de l'Institut Pasteur. Donc s'il est EasyCounter, il a un espace éditeur dans lequel il a renseigné ses informations sushi. Et là, on lui met à disposition un espace supplémentaire qui est un espace BIP CNRS de type EasyParse qui est dédié Pasteur parce qu'en fait, il ne va concerner que les UMR qui sont associés à l'Institut Pasteur. Donc voilà, donc ça c'est la version publique et ça c'est sous le capot en fait. Comment on fait ça? Donc ça là où on est vraiment dans la technique. Euh, ce schéma en fait, il se lie grâce en fait à la légende qui est sur la gauche, en bas à gauche, parce qu'en fait dans EasyMesure, on manipule un certain nombre de concepts qui sont par exemple les entrepôts. Donc c'est ces losanges verts qui définissent les droits d'accès aux données. En fait, c'est par l'intermédiaire des entrepôts qu'on donne accès aux données. On manipule aussi donc les index, c'est le cylindre en fait qui s'appelle BBIP CNRS par exemple. Donc ça, c'est un index au sens élastique. Et puis donc les espaces, c'est en pointillé, c'est ce à quoi a droit un utilisateur. Donc c'est ce qu'il voit s'afficher quand il se connecte sur EasyMesure. Donc dans ce schéma, on voit que l'index qui contient les données d'usage BIP CNRS de type EasyParse, il peut être accédé de deux façons, soit via l'entrepôt global BIP CNRS EasyParse, donc qui va permettre de voir toutes les données et donc qui va être réservé à l'espace accessible aux utilisateurs du service portail BIP CNRS qui eux administrent donc le portail BIP CNRS et puis il va être aussi accédé en lecture seule via un autre entrepôt qui est un alias sur cet index et cet alias va comprendre une requête en fait
qui va inclure uniquement les UMR de l'établissement en question. Et cette liste d'UMR, on aura pu l'avoir grâce à l'interrogation de Read Labs qui va nous donner cette liste. Et donc là, en fait, cette liste, on va l'obtenir sans intervention de l'établissement. Donc l'établissement va avoir accès à son espace avec un tableau de bord générique BIP CNRS sur lequel il va pouvoir voir les consultations en texte intégral de BIP CNRS qui concernent son établissement. Voilà, donc le point clé, c'est cet alias qui est un lien vers l'index avec un filtre dans lequel on peut mettre des conditions. Voilà. Donc, voilà. Donc ce POC, bah, ce qu'on a vu, c'est que bah, il était réalisable. Donc ça marche. Que, ben, en fait, on gagne en fiabilité parce que on a une information qui vient de Read Labs, donc qui vient pas forcément, qu'on n'est pas obligé de demander au laboratoire et qui est potentiellement à jour. Régulièrement, puisque on interroge le référentiel CNRS régulièrement, et donc on a une liste d'UMR qui est potentiellement une référence. Par contre, de notre côté, ça va demander, si on généralise en fait ce POC, ça va demander une attention particulière parce qu'il va falloir qu'on gère tous ces index alias bah, qui vont être mis en place et qui vont correspondre à chacun des établissements qui seront concernés. On a choisi de gérer ça avec des espaces dédiés, mais on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire ça avec des rôles, donc des rôles qui s'appliquent aux personnes, avec de la même façon une condition sur l'accès aux UMR, mais d'un point de vue accessibilité à l'utilisateur, ben, pour l'instant, on pense que c'est peut-être mieux sous cette forme d'espace dédié à l'établissement. Voilà, parce que potentiellement aussi, bah, comme vous avez pu le voir aussi dans d'autres revues qu'on a fait avant, via les administrateurs, enfin via les contacts documentaires ou contacts techniques, on peut avoir une délégation de l'accès aux entrepôts pour certains utilisateurs. Ça nous permet de gérer finement les accès. Donc voilà, bon, on est vraiment là dans la technique, mais l'idée pour nous, c'est de rendre les choses accessibles le plus facilement possible aux utilisateurs en nous économisant de l'administration et en essayant de déléguer aux gens qui connaissent leurs membres dans les établissements pour que ça soit eux qui gèrent les droits d'accès. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et que j'ai été compréhensible, mais si c'était pas clair, je vous invite à me poser des questions à la fin. Voilà. Et je passe la main à Fred qui va nous parler de la mise à jour des PKB. Avec Yannick, on va en Avec discuter. Yannick, voilà. On va en parler tous les deux. Donc, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure par rapport au blog. On a eu des retours des utilisateurs, de certains utilisateurs qui utilisent donc EasyParse dans leur établissement. Et donc, ils se sont rendus compte que certaines consultations, certains événements de consultation eh bien de plateformes comme la plus connue, c'est Kern, hein, c'est la plateforme qui est l'une des plateformes les plus utilisées par les établissements, eh bien, cette plateforme ne contient pas de DOI dans les URL d'accès, ce qui fait que, eh bien, grâce à ce qu'on appelle un title ID, c'est une autre forme d'identifiant, eh bien, on peut enrichir les consultations avec bien des métadonnées, des titres de revue, des ISSN. Et Kern, par exemple, eh bien, on a à disposition eh bien, des listes Kabart sur l'API Beacon de la BES. Et donc, cette API, on l'utilise beaucoup sur ces plateformes que vous voyez sur l'écran. Et donc, il a fallu eh bien, faire une mise à jour assez importante de ces plateformes et donc, j'ai demandé à Yannick de travailler dessus. Et il va vous faire le bilan de ce qui a été fait et puis le gain aussi récupéré eh bien, à la fin de cette opération. Donc tout à fait. Donc il se trouve que les PKB sont passés un petit peu au second plan ces dernières années
Sauf que, comme disait Fred, on a eu des retours par rapport à des manques d'enrichissement qu'on a pu avoir dans nos tableaux de bord. Il se trouve que les PKB, ça vieillit relativement vite. Ça vieillit relativement vite et elles ne sont pas forcément mises à jour suffisamment souvent. Donc, suite au dernier tour qu'on a eu, on a fait une mise à jour. Alors, pour le moment, des PKB qui sont chez nous les plus simples à mettre à jour, à savoir celles qui sont mises à disposition par l'API de Bacon, qui vient donc de la baisse. Donc, vous avez les chiffres là des différences et on voit que pour certaines plateformes, l'évolution est assez notable. On pense notamment à Kern, pour lequel on a récupéré plus de 3400 titres. On a même certaines plateformes comme Muse dont la taille de la PKB a carrément doublé. Donc, du fait que la dernière mise à jour date d'il y a un certain temps. Et donc, suite à ça, on est en train de réfléchir actuellement à un moyen de mettre à jour les PKB sur une base un peu plus régulière, étant donné que ça reste quand même, pour certaines plateformes, le seul moyen d'enrichissement dont on dispose quand on n'a pas de DOI ou d'identifiant suffisamment fort pour pouvoir être enrichi via Crossref, typiquement. Donc, on est en train de réfléchir à un moyen d'automatiser ça en totalité ou au moins en partie, de façon à pouvoir proposer des mises à jour un peu plus régulières, peut-être sur une base trimestrielle ou semestrielle. Donc voilà, c'est un travail qui suit son cours et dont on parlera de toute façon, dont on donnera des nouvelles dans les prochaines revues, je pense. Et de toute manière, vous avez accès à cet article qui publie ce tableau qui, bien sûr, va évoluer. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi un travail sur certaines plateformes qui utilisaient ce qu'on appelait KB+, qui est donc c'est terminé depuis le mois de février 2024. Donc, on est en train de voir pour essayer de récupérer les PKB de ces plateformes si on les trouve sur Beacon. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, ce tableau, eh bien, pour l'instant, vous voyez ces plateformes qui s'affichent, mais il y en aura d'autres qui vont se rajouter dessus. Et donc, eh bien, je vous invite, en tout cas, à retraiter, ça c'est important, à retraiter les logs où il y aurait des manques d'enregistrement. Il suffit simplement de mettre à jour depuis votre interface vos plateformes, comme vous le faites pour les parseurs. Et puis de redémarrer, ça c'est important, votre instance locale. Et puis à ce moment-là, vous pourrez donc traiter et retraiter les anciens logs pour bénéficier de toutes ces mises à jour. On va continuer avec le moissonnage des données Counter 5. Il y a eu pas mal de travail qui a été fait grâce à Tom cet été. Il y a eu donc plusieurs sessions qui ont été mises en place. On les a un petit peu, on a fait un petit peu des catégories justement pour vous expliquer quel travail a été fait. Et donc je vais laisser la parole à Tom pour donner bien justement des métriques sur ce travail. Tout à fait. Comme Fred vient de le dire, on a un peu divisé ça en plusieurs catégories, à savoir notamment le coût en 2024, donc pour tout ce qui est les données actuelles les plus récentes, où on a fait 12 sessions jusqu'à présent, concernant à peu près 89 établissements. On a surtout moissonné le premier trimestre, et maintenant, depuis quelques semaines, on moissonne tout le premier semestre, en essayant de regarder quelles sont les erreurs pour à chaque fois améliorer la qualité du moissonnage. En effet, et donc je rappelle que si vous souhaitez être moissonné pour le courant 2024, il faut savoir que eh bien, on a remis un petit peu les compteurs à zéro juste après la session de la campagne SGBU pour 2023. Eh bien, il faut vous rendre sur votre formulaire EasyCounter, vérifier que vos identifiants sont fonctionnels et puis éventuellement désactiver des identifiants pour lesquels vous n'avez pas encore reçu les identifiants de la part de l'éditeur. Et à ce moment-là, vous cliquez sur Valider vos identifiants et à ce moment-là, vous rentrerez dans le processus de moissonnage qui, je crois que Tom fait ce process toutes les semaines, voire tous les 15 jours. En tout cas, C'est régulièrement. voilà, régulièrement, on essaie de moissonner environ une dizaine d'établissements en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire.
Exactement, et en parlant d'établissements moissonnés, on va pouvoir passer à la catégorie d'après qui est sur les données Open Edition, parce qu'on est en contact avec eux, tu as des problèmes un peu techniques de leur côté, c'est un peu compliqué pour eux de sortir énormément de rapports Counter en même temps, donc on préfère les prévenir un petit peu avant et après moissonner. Donc on a eu l'occasion de faire une seule session concernant 51 établissements. On a pu moissonner toutes les données du premier trimestre 2024 et on est en attente de leur feu vert pour tout le semestre 2024 et aussi pour les données de 2023. Alors, vous aurez pu remarquer sur le formulaire que ce point d'accès est désactivé par l'équipe EasyTeam. C'est normal puisque comme c'est un petit peu un cas particulier et qu'on travaille conjointement avec Open Edition, eh bien, on fait une session à part de cette plateforme éditeur, ce qui est pourquoi on ne veut pas le moissonner avec le courant. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que le point d'accès est désactivé. Et pour la dernière catégorie de moissonnage, on a la rétrospective sur les données de 2019 à 2023. On a eu l'occasion de faire 3 sessions, une pour Springer et Elsevier en même temps, et deux, pardon, donc une pour Elsevier et une pour Springer, et une pour Waylay, pour un total d'à peu près 173 établissements, pour Waylay 163 établissements, et Springer et Elsevier 42. Voilà, donc vous avez à disposition dans votre espace Counter 5 un tableau de bord générique qui vous permet d'avoir une rétrospective depuis 2019 à 2023 des plateformes, eh bien, Springer et Elsevier. Ça fait partie des négociations nationales. Et donc, pour ces grosses plateformes éditeurs, eh bien, on fait des rétrospectives, puisque, comme vous le savez, ce sont les plateformes qui ont mis en place Counter 5 en premier, et donc elles mettent à disposition ces rétrospectives de données. Ce n'est pas le cas de tous les éditeurs. Et donc, on a rajouté une nouvelle négociation. C'est Wiley. Donc, bien, pour les établissements, vous voyez, il y en a 163 qui sont abonnés à Wiley. Eh bien, on a procédé de la même manière que pour Springer Elsevier. On a fait cette rétrospective. Et donc, pendant les supports mutualisés, eh bien, on vous explique comment mettre à jour votre tableau, justement, pour y ajouter la plateforme Wiley. Et puis, les 42 établissements qu'évoquait Tom, eh bien, pour Springer Elsevier, ce sont les établissements qui n'avaient pas été moissonnés donc, la première fois pour Springer Elsevier et qui sont rentrés dans EasyMesure uniquement depuis cette année. Voilà, donc c'est pour ça que, eh bien, on leur a fait cette rétrospective comme pour les autres établissements. Tout à fait. Et là, je donne la parole à Léo. Oui, alors bonjour à tous. Donc durant cette sprint, nous avons mis à jour la documentation des middleware d'EasyParse. Donc on a mis à jour la documentation puisqu'on est intervenu durant la sprint 2 du projet Pathos, donc du CUS-CNRS, mais aussi avec l'ABES dans le cadre de test.fr, puisqu'en fait ils utilisent EasyParse et ils avaient besoin de créer des middleware. Donc ce qu'on a fait pour les aider, c'est que pour chaque middleware maintenant, on a décrit son objectif, les champs qu'il apporte, comment l'utiliser avec ses prérequis, nos recommandations et ses paramétrages. Et donc on a rajouté aussi des exemples en plus, donc dans comment l'utiliser dans la partie administration, mais aussi dans la page de traitement et enfin en ligne de commande. Et donc la documentation elle est disponible sur easyparseproject.github.io, donc le lien qui est sur cette slide, mais également dans la page readmetrics.org dans l'onglet EasyParse. Et donc, les nouvelles fonctionnalités quand même pour cette sprint review avec Tom qui reprend la parole. Tout à fait, et je vais pouvoir vous parler de l'insertion automatique des fichiers EasyParse lors d'un dépôt manuel, puisque pour un peu de contexte, il y a encore quelques établissements dont les chargements de leurs résultats EasyParse dans EasyMesure ne sont pas encore automatisés avec les lignes de commande EZM, EZP, EZU, etc. Et donc ces établissements déposent régulièrement leurs fichiers EasyParse dans l'interface d'EasyMesure, une interface dédiée qui se trouve dans mon compte Mes dépôts. Et ça envoie le fichier, enfin ça nous envoie le fichier et on doit le charger manuellement nous dans Elastic pour pouvoir mettre à disposition ces données. Et donc tout l'intérêt de cette feature, c'est de déléguer un petit peu et de rendre un petit peu automatisé ce chargement, puisque quand on va déposer un fichier, on va avoir le choix du dépôt
sur lequel l'envoyer. Donc il y a seulement les dépôts auxquels on a accès en écriture, auxquels on peut sélectionner. Et si derrière ce dépôt, il y a plusieurs index côté élastique, on a un petit bouton rouge qui apparaît et on va pouvoir sélectionner précisément quel index que ça arrive que un dépôt soit divisé par année, par trimestre, etc., etc. Et il y a toujours la possibilité de transférer le fichier à l'équipe d'administration, c'est-à-dire nous, pour que nous, on puisse le faire et peut-être venir assister la personne qui fait le chargement. Lors de cette sprint, on a aussi travaillé sur le test des identifiants avant leur ajout, puisque maintenant on a un petit bouton en bas à gauche de la pop-up lors d'un ajout d'un identifiant sushi qui va nous permettre de tester rapidement si ces identifiants sont valides ou non. C'est obligatoire avant de pouvoir cliquer sur le bouton ajouter, mais le fait qu'il soit valide ou non n'est pas bloquant, dans le sens où, par exemple, si un identifiant est marqué comme invalide, on peut quand même l'ajouter, c'est pas grave. Il sera pas moissonné, ça change pas, mais au moins on sait qu'on rajoute un identifiant invalide. Et on a aussi un petit peu changé le formulaire de contact lorsqu'on veut déclarer un nouveau point d'accès sushi, puisque quand on cherche un point d'accès et qu'on ne le trouve pas, il y a un petit bouton qui apparaît en haut, on peut voir en haut à gauche, aucun point d'accès trouvé. Ça nous redirige vers le formulaire de contact où on peut demander à déclarer un point d'accès sushi, où on va pouvoir envoyer à l'équipe un mail à travers l'interface d'EasyMesure, où on va renseigner le nom du fournisseur et l'URL du point d'accès sushi. Et maintenant, il y a 3 nouveaux champs, à savoir le Requester ID, le Customer ID et une clé d'API. Seul l'un de ces 3 champs a besoin d'être rempli, et ça les rajoute en fait au mail qu'on reçoit, qui va nous permettre, dans la slide suivante, de pouvoir renseigner ces identifiants pour pouvoir nous tester le point d'accès de notre côté quand on le rajoute dans l'interface EasyMesure et vérifier que c'est bien un point d'accès sushi et pas un counter 4 ou autre chose. Et que la plateforme marche bien. Et je vais laisser la parole à Yannick qui va nous parler de la désactivation des points d'accès et des identifiants sushi. Exact, dont on a parlé justement tout à l'heure. Donc, parmi nos nouvelles fonctionnalités, il y a la possibilité maintenant donc de désactiver les points d'accès, soit globalement ou soit dans vos propres listes. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on présente seulement maintenant, mais qui est présente en prod depuis déjà quelques mois et que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'utiliser. Donc, il faut savoir qu'historiquement, on moissonne principalement, en tout cas, on donne la priorité quand on moissonne aux établissements dont les identifiants sont complètement verts. Sauf que on s'est rendu compte qu'en pratique, il peut arriver qu'on ait des points de blocage qui sont, on va dire, un peu incompressibles. Typiquement, annuellement, il y a des plateformes qui vous demandent de mettre à jour vos identifiants et ces identifiants, parfois, peuvent mettre pas mal de temps avant que vous puissiez y avoir accès, ce qui, naturellement, vous donne un identifiant orange dans votre liste et ce qui vous empêche d'être prioritaire dans les moissonnages, mais c'est hors de votre, vous n'y pouvez rien. Donc, la possibilité de désactiver vos points d'accès vous permet d'une certaine manière, expliciter le fait que ces identifiants-là, ils ne marchent pas, mais ce n'est pas grave, et donc ça fera l'objet d'un prochain moissonnage. Donc, vous pouvez désactiver vos identifiants, ainsi vous avez uniquement des verts, et donc nous, on peut vous moissonner. Et l'autre cas qui nous intéresse et dont Fred et Tom vous en parlaient tout à l'heure, c'est les cas de type Open Edition. C'est-à-dire que nous avons la possibilité également de désactiver les points d'accès de manière générale, ce qui nous permet notamment de temporiser le moissonnage pour certaines plateformes comme Open Edition où, typiquement, techniquement, il faut qu'on les prévienne avant de pouvoir moissonner. Donc voilà, ça nous ajoute beaucoup plus de contrôle sur la manière dont on moissonne. Ensuite, donc toujours dans une optique d'amélioration du moissonnage, on continue de s'adapter aux différentes spécificités qu'on rencontre au fil des moissonnages, donc sur les différentes plateformes.
Et notamment, on est tombé sur certaines plateformes qui ne supportent pas le format de date qui est utilisé par défaut par EasyMesure. Donc, il faut savoir que quand on moissonne, on demande une période donnée. Donc, on doit donner une date de début et une date de fin de période qu'on veut moissonner. Et donc, historiquement, EasyMesure donne ces dates au format année-mois, qui est le format supporté couramment. Mais certaines plateformes, je pense notamment à Erudit, ne supportent pas le format année-mois, mais supportent le format année-mois-jour. Donc, on a ajouté à EasyMesure la possibilité de personnaliser le format de date en question de façon à pouvoir supporter les plateformes comme Erudit. Ensuite, on a apporté une correction au niveau du moissonnage des IR, des rapports IR maîtres. Donc les rapports IR, pour rappel, on parle des rapports qui se font au niveau item, donc au niveau article. Et dans ces rapports, on avait un petit souci qui nous empêchait de récupérer les métadonnées du niveau du dessus. Donc, on a corrigé ça, ce qui fait que maintenant, lorsque l'on demande les rapports IR, on récupère tout ce qui est titre et identifiant au niveau revue. Donc maintenant, dans les tableaux de bord, génériques spécifiques IR, vous verrez dans les différentes tables la colonne du titre de la revue qui apparaît correctement. Alors, et enfin, Frédéric en parlait tout à l'heure, on a introduit dans les tableaux de bord éditeurs un nouveau champ, ou on va dire une variante d'un champ existant, donc à savoir le champ IOP. Donc le champ IOP qui contient l'année de publication donc des items qu'on consulte. Et ce champ IOP, historiquement, est indexé en type chaîne de caractères, ce qui est très pratique pour l'affichage, parce que ça s'affiche de manière très simple, hein, c'est juste l'année de publication. En revanche, il était compliqué d'opérer des filtres sur ce champ, en particulier des filtres temporels. C'est donc pourquoi on a introduit un nouveau champ qui s'appelle yop.date, qui est une transposition de ce champ-là, mais au format date. Ce qui fait que maintenant, on a le format IOP qu'on peut utiliser dans les visus pour pouvoir afficher la date proprement. Et on a un champ IOP.date que vous pouvez utiliser pour ajouter des filtres dans Kibana, comme vous pouvez le voir sur l'image, ce qui vous permet de filtrer facilement sur des périodes temporelles, ce qui permet notamment de faire de sélectionner des licences nationales ou des licences ISTEX directement en voulant, par exemple, tout ce qui se trouve entre une année et une autre. Donc ça, on a fait un article de blog là-dessus que vous pouvez trouver et on organise des webinaires dont le prochain, Frédéric l'a dit tout à l'heure, arrive lundi prochain. Et le travail de fond, c'est Tom qui va s'y coller. Je vais ouvrir effectivement le bal du travail de fond avec un tout nouvel outil d'administration qu'on a travaillé dessus. C'est pour Easy Report, puisque on utilise déjà Easy Report en interne, surtout pour tester et pour pouvoir le préparer à une mise en production. Et on avait besoin d'un outil d'administration, puisque pour rappel, on a plusieurs instances d'Easy Mesure, et donc on a plusieurs instances d'Easy Report. La production, la pré-production et l'environnement de développement. La commande d'Easy Report nous permet justement d'importer et d'exporter des modèles de rapport. Ça pratique pour tout ce qui est sauvegarde, backup, etc. Ça nous rajoute aussi la possibilité de transférer les modèles de rapport d'une instance à une autre. Ça pratique quand on fait la modification sur une instance. Ça nous permet de répliquer le changement sur toutes les instances. Et ça nous permet aussi de migrer les modèles en cas de changement important en interne d'Easy Report. Et on utilisera cette commande pour ne pas avoir à demander à tout le monde et à nous de changer tous les modèles à la main. Et je vais pouvoir laisser Léo nous parler du groupe K3S, sein de l'INIST.
sur cette slide, oui, donc du coup, durant ce sprint, on a travaillé avec les administrateurs système et les déployeurs tous les mercredis matins sur K3S. Donc juste pour faire très court, K3S, c'est un outil qui va permettre de déployer des applications web. Et actuellement, à l'Unist, on utilise Docker Compose. Mais à cause d'évolution de licence, l'Unist est obligé de changer ses outils de déploiement. Donc on a déjà fait 13 séances, donc avec tous les devs de l'équipe, mais aussi avec nos collègues Florence, Maxence et Sylvain. Et on est déjà arrivé à réussir à déployer et faire fonctionner correctement donc le cluster élastique EasyMeta ainsi que l'application EasyUnpayable. Cependant, il nous reste encore toutes les autres applications de notre écosystème à déployer. Et donc on va continuer ces séances jusqu'à la fin de l'année avec les admin systèmes et les déployeurs dans l'objectif de se familiariser avec K3S, de pouvoir déployer toutes nos applications à l'identique, continuer à documenter et optimiser. À noter que la bascule vers K3S ne se fera pas tout de suite, c'est vraiment sur du très long terme et que ça va se faire progressivement. Donc ensuite on peut passer à la slide suivante où je vais parler en détail de ce que j'ai fait sur EasyUnpayable. Donc côté EasyUnpayable, j'ai fusionné 4 services en un seul. Donc avant on avait un service de santé, un service de clé d'API, un service qui envoie des mails et un service de mise à jour. Donc je les ai regroupés en un seul, un service d'administration. Donc ce choix il a été fait car ça permet de réduire la maintenance, vu qu'elles étaient toutes construites de la même manière. Lorsque je devais en mettre une à jour, je devais mettre aussi les 3 autres à jour. Et il y a aussi avec l'argument de K3S qui arrive, c'est pareil, c'était pas des services qui étaient voués à se dupliquer, donc c'est pour ça que je les ai tous regroupés en un seul service. J'ai également supprimé les dépendances qui étaient devenues inutiles suite à la mise à jour de Node.js. Donc on est passé de la version 18 à 22 maintenant, et j'ai mis à jour le reste des dépendances. Donc côté EasyMeta, on a également fait une action, on a mis à jour les certificats élastiques qui avaient expiré, et on a mis en place une procédure pour qu'on puisse les mettre à jour automatiquement. Et en plus de ça, on a également mis à jour le déploiement de ce cluster pour qu'on puisse utiliser une nouvelle machine, donc qui est une machine NFS. Et donc je vais montrer sur la slide suivante à quoi elle va servir. Donc ce qu'on appelle une machine NFS, en fait, c'est un disque partagé entre plusieurs autres machines. Donc comme on le voit sur ce schéma, la machine NFS, elle se trouve au milieu, c'est celle qui est entourée en rouge. Et donc cette machine-là, elle est connectée à 3 autres environnements, donc les pointillés en rouge. Donc ça va nous permettre de transmettre des données entre ces 3 environnements. Donc de prod après prod, inversement, mais aussi de pouvoir alimenter nos déploiements qu'on fait sur K3S pour qu'on puisse faire des tests avec des données concrètes. Et donc on va se servir de cette machine-là pour qu'on puisse avoir les mêmes données en prod et en pré-prod, mais aussi qu'on puisse mettre à jour nos clusters élastiques en Docker standard. Donc en fait cette machine va servir de tampon pour le transfert de données entre les anciennes et les nouvelles infrastructures. Donc pour le déploiement d'EasyParse, on travaille actuellement à ce qu'il soit déployé en Docker standard. Donc on a déjà fini le déploiement d'EasyParse en Docker standard, mais on travaille actuellement sur ce que j'ai entouré en rouge sur ce schéma. C'est comment migrer tous les scripts quotidiens qui fait les traitements de nos plateformes qu'on héberge à l'Inist. Donc ce sont des scripts qui sont écrits en shell, qui ne pouvaient pas être mis dans un dépôt Git puisqu'il y avait des variables sensibles et on ne pouvait pas se permettre de les exposer. Et donc c'est des scripts qui sont utilisés par la prod. Et donc on a réécrit tous ces scripts en enlevant les variables, on a réduit le nombre de fichiers et donc là on est passé de 50 scripts environ à 4 scripts et un fichier de configuration justement qui contient les variables sensibles. Mais du coup les 4 scripts que j'ai réécrits sont disponibles sur un nouveau dépôt Git que j'ai mis sur cette slide. Et donc grâce à cela on va pouvoir déployer EasyParse en Docker standard mais aussi bien plus tard en K3S. Et donc là je vais laisser la main à Yannick pour qu'il puisse parler cette fois pas de déploiement mais de dépendance logicielle. Et oui, comme disait Dominique, les vacances, c'est généralement le moment pour nous de faire beaucoup de réglages de dette technique. Et donc, du côté d'EasyParse, on a bossé pas mal pour réduire tout ça. Et donc, on a là-dedans les pêle-mêle, donc les habituels, à savoir, on a mis à jour toutes les dépendances d'EasyParse. On a fait de la suppression de dépendances qui étaient maintenant obsolètes. On a supprimé aussi un petit peu de code qui n'était plus utilisé. Et là-dedans, il y a 2 évolutions un petit peu plus majeures, à savoir, on a réimplémenté toute la logique qui s'occupe de la synchronisation des bases de connaissances d'EasyParse dont on parlait tout à l'heure justement,
Donc, il faut savoir qu'EasyParse dépendait d'une dépendance justement pour la synchronisation des PKB qui s'appelle CastorLoad, dépendance qui n'était plus maintenue depuis un certain temps et qui commençait à poser des problèmes. En particulier, elle n'était plus compatible avec les dernières versions de MongoDB. Or, on commence à avoir des utilisateurs, des établissements qui utilisent EasyParse avec des versions de MongoDB récentes. Donc, il a fallu que l'on repense un petit peu tout ça. Et donc, on a enlevé cette dépendance et on a refait maison la synchronisation des PKB. L'avantage étant que c'est maintenant à la fois plus léger et plus rapide. Donc, on y gagne. Et il y a moins de vulnérabilité, du coup. Et la deuxième chose, c'est qu'on a ajouté la possibilité d'installer EasyParse sans son interface web. Donc, il faut savoir que EasyParse est plutôt fait normalement pour être lancé en ligne de commande. Disons que l'interface web, on l'a fournie parce qu'elle est pratique pour tester EasyParse, mais le but à terme, en général, est plutôt d'automatiser les traitements et les envois potentiellement dans EasyMeasure. Donc, sur un EasyParse de prod, généralement, on ne s'intéresse pas à l'interface web, sauf que l'interface web, elle est quand même toujours installée, et donc elle ajoute des dépendances, et elle ajoute forcément avec ces dépendances son lot de vulnérabilités. Donc maintenant, on a la possibilité d'installer EasyParse sans son interface web, et donc sans ses dépendances, ce qui fait que dans ce cas-là, EasyParse se retrouve moins sensible aux vulnérabilités. Et la dernière chose, mais ça, Léo en a parlé tout à l'heure, il y a eu un gros travail sur la documentation des middleware pour que comment je dirais, que leur utilisation soit beaucoup plus facile, beaucoup plus claire, beaucoup plus simple à prendre en main, car assez souvent, on a eu des remontées de personnes qui avaient besoin de plus de détails lorsqu'ils essayaient de mettre à jour, enfin de mettre en place certains middleware. Et voilà. Et donc je vais reprendre la main et on a également avancé sur deux autres projets. Donc côté Readlabs, donc qui pour rappel c'est un outil d'enrichissement des données CRS pour les événements de consultation, j'ai développé une API qui va permettre de pouvoir interroger les données laboratoires selon leurs identifiants RZA. Donc j'ai également développé un système de clé d'API qui va permettre d'accéder à ces données, vu que c'est des données laboratoires, on ne va pas les ouvrir à tout le monde. Et ce système de clé d'API, c'est le même qu'Easy Unpawall. Donc pour l'instant, ça c'est sur une machine de développement. Pour Readholdings, donc qui pour rappel c'est un tableau de bord qui va permettre de voir le contenu des fonds documentaires de l'outil HLM qui est proposé par EBSCO et utilisé par notre équipe de négociation. J'ai avancé sur une version livrable et opérationnelle où l'équipe de négociation va pouvoir justement déposer des fichiers qui contiennent les fonds documentaires afin de les insérer dans Elastic et ils vont également pouvoir supprimer leurs vieilles insertions. Cependant, durant Sprint, on a aussi découvert que LinksIQ avait publié une version 2 de leur API. Et sur cette version 2, ils proposent de pouvoir télécharger depuis l'API le contenu de ces fonds documentaires. Et donc ça va être très pratique puisque ça va ouvrir la possibilité d'une automatisation de l'alimentation des données, puisqu'on va pouvoir mettre ça dans un processus régulier, le fait de pouvoir télécharger, insérer les données tous les jours ou toutes les semaines. Et donc on va arriver sur la dernière slide, côté Analogis, donc l'interface de documentation des parseurs où sont mis à jour les parseurs EasyParse, et ben l'application est passée en Docker standard, ça y est. Et il nous reste plus que 4 grandes parties à mettre en Docker standard. Donc le cluster EasyMeta qui est en cours avec le schéma que j'ai montré juste avant. On va avoir le cluster Elastic EasyMeasure qui suivra après celui d'EasyMeta. On a EasyParse aussi qui est en cours et pour finir, Bibliomap. Merci Léo. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette sprint avec le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, ce sera le 18 octobre pour la sprint review numéro 5. Le 18 octobre de 10h à 11h et toujours en distanciel avec Zoom. Voilà, on arrive à la fin de la sprint review et c'est le moment de poser vos questions.